Ils l'appelaient le Speewagen, la voiture de reconnaissance. Ce fut là leur erreur. Au matin du 18 décembre 1944, près du village wallon de Stavelot en Belgique, une colonne de semi-chenillés allemands progressait dans l'obscurité d'avant l'aube. À l'intérieur du SD, Kfz 250 et un de tête, l'Oberfeldwebel Klaus Mayer, observait la route devant lui, depuis la partie supérieure ouverte du véhicule. Son équipage était en mouvement depuis minuit, fer de lance du Kampfgruppe Peiper s'enfonçant profondément dans les lignes américaines lors de ce qui serait plus tard appelé la bataille des Ardennes. Ces semi-chenillés construits par Hanomag étaient des véhicules fiables qui avaient transporté l'infanterie allemande à travers la Russie, l'Afrique du Nord et en 1940 à travers la France. Ces mêmes véhicules qui avaient semé la terreur et l'effondrement sur les routes françaises 4 ans plus tôt. 8 mm de blindage à l'avant, assez pour arrêter les tirs de fusil et les éclats d'obus. Un toit ouvert certes, mais cela permettait à l'équipage de débarquer rapidement et offrait une meilleure visibilité qu'un véhicule fermé. Meillet avait confiance en son semi-chenillé, il l'avait porté à travers 3 années de guerre. Puis il la vit, une forme basse et anguleuse barrant le carrefour plus loin. 6 roues, pas de chenilles. Une tourelle avec ce qui semblait être un petit canon, une automitrailleuse américaine. Ce que les briefings du renseignement appelaient un véhicule de reconnaissance, Muid Greyhound. Légèrement armé, rapide mais fragile. Le genre de véhicule qui prenait la fuite dès qu'il rencontrait une véritable puissance de feu. Le tireur de Meyer avait déjà pointé la mitrailleuse MG-42 sur le véhicule américain. Le commandant du semi-chenillé fit un calcul rapide. L'automitrailleuse était seule. Sa colonne comptait 3 semi-chenillés et un char Panzer IV quelque part derrière dans le convoi. Si l'équipage américain avait le moindre bon sens, il ferait marche arrière et disparaîtrait avant que les Allemands ne puissent combler la distance. Si cette immersion dans les détails méconnus de l'histoire vous captive, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire depuis quel coin du monde vous nous rejoignez aujourd'hui. Le Greyhound ne bougea pas. Sa tourelle pivota lentement le canon de son arme, s'alignant sur le semi-chenillé de tête. Meillet vit l'éclair au canon. Il entendit la détonation sèche d'un canon de petit calibre. Puis il sentit l'impact. L'obus perforant de 37 mm frappa la plaque frontale du SD Kfz 250 et un à une distance d'environ 200 mètres. Le blindage de 8 mm conçu pour résister aux tirs d'armes légères et aux éclats n'offrit aucune résistance significative. L'obus le perfora nettement, traversant le compartiment de l'équipage à plus de 600 mètres par seconde. Meillet ne sut jamais ce qui l'avait tué. Le projectile frappa l'équipement radio monté derrière le poste du conducteur, se fragmentant en dizaines d'éclats qui déchiquetèrent l'intérieur exigu. Le conducteur s'affala en avant. Le véhicule s'immobilisa en roue libre, moteur toujours en marche, bloquant la route. Le deuxième semi-chenillé de la colonne tenta de contourner le véhicule de tête neutralisé. La tourelle du Greyhound pivota de nouveau. Un autre tir, une autre pénétration. Cette fois, l'obus frappa le blindage latéral du semi-chenillé épais de seulement 6 mm. Il traversa le véhicule de part en part, entrant par la gauche et sortant par la droite en passant par le compartiment de l'équipage, le temps que le troisième semi-chenillé fasse marche arrière et que la colonne se disperse pour se mettre à l'abri. 2 véhicules allemands étaient hors de combat et 11 hommes étaient morts ou blessés. L'automitrailleuse américaine, son commandant ayant accompli précisément ce qu'on lui avait ordonné de faire, fit marche arrière en douceur et disparut dans une route secondaire. Son équipage avait tiré 4 obus. Les Allemands qui survécurent passeraient le reste de cette froide matinée de décembre à tenter de comprendre ce qui s'était passé. On leur avait dit que les automitrailleuses américaines étaient des véhicules de reconnaissance des éclaireurs des observateurs. On leur avait dit que ces véhicules à roues évitaient le combat, qu'ils étaient faiblement blindés et légèrement armés, bons uniquement pour l'éclairage et le signalement des positions ennemies. Personne ne leur avait dit que le canon d'une voiture de reconnaissance pouvait tuer un semi-chenillé. Le SD Kfz 250 et un Newton n'étaient pas un accident de conception. C'était le produit d'une réflexion militaire minutieuse, remontant au milieu des années 1930, lorsque les planificateurs allemands reconnurent que la guerre mécanisée exigeait que l'infanterie suive le rythme des chars. L'infanterie traditionnelle se déplaçait à pied, à environ 5 km par heure. L'infanterie motorisée dans des camions pouvait atteindre 50 km par heure sur route, mais les camions étaient des véhicules vulnérables aux tirs d'armes légères.
Il n'offrait aucune protection et ne pouvait opérer en zone de combat. La solution fut le semi-chenillé blindé, un véhicule qui combinait la vitesse routière d'un camion avec un blindage suffisant pour protéger son équipage des tirs de fusil et des éclats d'obus. Hanomag, une entreprise d'ingénierie allemande de Hanovre, obtint le contrat de développement en 1937. Le cahier des charges était précis, le véhicule transporterait 10 fantassins, plus un équipage de 2 serait suffisamment blindé pour résister aux balles de calibre fusil et aux éclats d'artillerie, aurait un toit ouvert pour permettre à l'infanterie de tirer depuis le véhicule et de débarquer rapidement, et utiliserait un système de roues et de chenilles pour une mobilité optimale. Ce que le renseignement allemand omit de calculer, c'était si un canon de 37 mm pouvait percer le blindage d'un SDKFZ 250 et 1. Les mathématiques étaient simples, mais il semble que personne ne prit la peine de les faire. 8 mm de blindage sur la plaque frontale du semi-chenillé. Des obus perforants de 37 mm, capables de pénétrer 36 mm d'acier à 450 mètres. Le canon avait donc une puissance de pénétration 4 fois supérieure à ce qui était nécessaire pour vaincre le meilleur blindage du semi-chenillé. Aux distances de combat typiques sous les 500 mètres, le canon du Mui pouvait traverser le blindage du semi-chenillé comme s'il s'agissait de tôle. Les obus le perforeraient nettement, traverseraient le compartiment de l'équipage et soit sortiraient de l'autre côté, soit se fragmenteraient à l'intérieur, transformant l'habitacle en une zone mortelle. Le toit ouvert que la doctrine allemande considérait comme un avantage devenait une vulnérabilité fatale face à un adversaire capable de tirer dans le compartiment sous des angles qui traversaient le mince blindage latéral. En décembre 1944, lorsque les semi-chenillés du Kampfgruppe Peiper entrèrent en Belgique, des milliers de Mui Greyhound opéraient à travers l'Europe occidentale. Pour les civils français qui les avaient acclamés quelques mois plus tôt lors de la libération, ils étaient un symbole d'espoir. Leurs équipages avaient appris les capacités et les limites de leurs véhicules au fil des mois de combat. Les troupes allemandes dans les semi-chenillés, elles n'avaient rien appris de la létalité des Greyhound contre leurs propres véhicules. Ils pensaient toujours au Mui comme à une simple voiture de reconnaissance. Le matin du 18 décembre allait leur enseigner une leçon cruelle. Le Mid Greyhound qui bloquait la route à Stavelot ce matin de décembre était affecté à la troupe B-87, escadron de reconnaissance de cavalerie de la 7e division blindée. Le véhicule était en service depuis août 1944, ayant débarqué en France peu après la percée de Normandie. Son équipage était ensemble depuis 5 mois, assez longtemps pour connaître intimement les capacités de leur machine. Le Staff Sergeant Robert Harper commandait le véhicule. Il avait 24 ans, venait du Michigan. Un ancien mécanicien automobile qui s'était engagé en 1942. Sa formation à Fort Riley au Kansas avait été approfondie et pragmatique. 6 semaines pour apprendre les tactiques de cavalerie, l'entretien des véhicules, les procédures radio et le tir. L'armée enseignait aux équipages de reconnaissance de considérer leurs automitrailleuses comme des postes d'observation mobile, pas comme des véhicules de combat. Mais la formation soulignait aussi que lorsque le combat était inévitable, le canon de 37 mm était une arme légitime. Le tireur de Harper, le corporal James Mitchell, avait tiré des centaines d'obus d'entraînement. Il connaissait la balistique du canon M6, savait estimer la distance, savait quelles munitions choisir pour différentes cibles obus perforants pour les véhicules explosifs pour l'infanterie et à mitraille pour la défense rapprochée. Avec un équipage compétent, le canon pouvait tirer 15 à 20 coups par minute. La munition elle-même était simple mais efficace. L'obus perforant désigné APC pour Armor Piercing Capped perforant à coiffe pesait 730 grammes. Le projectile avait un noyau en acier trempé conçu pour percer le blindage. À l'usine de Saint-Paul, chaque Mui subissait des tests rigoureux avant d'être accepté par l'armée. Seuls les véhicules qui passaient chaque inspection étaient jugés aptes au service. Le renseignement allemand avait noté la présence d'automitrailleuses américaines dans la région. L'officier de renseignement du Kampfgruppe Peiper avait été briefé sur leur pratique. L'évaluation décrivait ces véhicules comme ayant un blindage et un armement léger adaptés à l'observation, mais pas au combat soutenu. Les rapports mentionnaient des canons de 37 mm, mais les qualifiaient d'inefficaces contre les véhicules blindés. Cette évaluation était basée sur la performance du canon de 37 mm contre les chars et les canons d'assaut allemands. Le blindage frontal d'un Panzer IV
était de 80 mm, celui d'un Panther de 100 mm. Contre de telles cibles, un canon de 37 mm était inutile. L'erreur de jugement était fondamentale. Ce que l'évaluation n'avait pas examiné, c'était la performance du canon de 37 mm contre des cibles plus légères, le SD Kafet 250, et un avec ses 8 mm de blindage frontal, tombait bien dans l'enveloppe de pénétration de l'obus de 37 mm. À 200 mètres, l'obus conservait une vitesse de près de 800 mètres par seconde. À cette vitesse, il pouvait pénétrer 48 mm de blindage homogène. Le blindage de 8 mm du semi-chenillé représentait moins d'un cinquième de la capacité de pénétration du canon à cette distance. L'obus le traverserait aussi facilement qu'une balle de fusil traverse du contreplaqué. À l'intérieur d'un semi-chenillé, le compartiment de l'équipage mesurait environ 4 mètres de long. Lorsqu'un obus de 37 mm pénétrait le blindage frontal, il avait 4 mètres d'espace à parcourir avant de sortir par l'arrière. Dans cet espace se trouvaient jusqu'à 12 hommes. Le projectile, en frappant le premier obstacle solide, se fragmentait en dizaines d'éclats mortels ricochant dans l'habitacle. La doctrine allemande supposait que s'ils rencontraient un blindé ennemi, ils débarqueraient leur infanterie et se retireraient. Le semi-chenillé était un taxi de combat, pas un véhicule de combat, mais la doctrine de reconnaissance plaçait parfois les semi-chenillés dans ces positions vulnérables. Et si une automitrailleuse américaine choisissait de se battre, la doctrine s'effondrait de manière catastrophique. La formation de Harper à Fort Riley incluait l'identification des cibles. Il savait que les semi-chenillés étaient des véhicules à peau fine. Quand il vit la colonne allemande approcher dans la lumière blafarde, son évaluation tactique fut rapide. 3 semi-chenillés, pas de char visible, portée 200 mètres. Son propre véhicule était en position défilée avec un bon champ de tir et une voie de repli. La décision d'engager prit peu, être 3 secondes. Mitchell avait déjà le canon pointé. Harper donna l'ordre de tir. La culasse du canon fut chargée avec un obus perforant. Mitchell appuya sur la détente. Harper observa à travers son périscope le tracé de l'obus filer vers la cible. L'impact fut visible même dans la pénombre, une gerbe d'étincelles là où l'obus frappa le blindage. Le mouvement du véhicule cessa net. Mitchell chargeait déjà le second obus. Le moteur de la tourelle vrombit tandis que Harper ajustait la visée sur le deuxième véhicule. Le chauffeur allemand tentait de manœuvrer. Mitchell tira. Un autre impact cette fois sur le blindage latéral. Harper vit le traceur de l'obus continuer sa course à travers le véhicule sortant de l'autre côté. Le 3e semi-chenillé du Kampfgruppe Piper recula frénétiquement. L'unterofficier Hans Weber, commandant le 3e véhicule, avait regardé avec incrédulité les 2 véhicules devant lui être touchés et arrêtés en quelques secondes. Sa formation ne l'avait pas préparé à cela. Les voitures de reconnaissance américaines étaient censées fuir. Weber hurla des ordres à son chauffeur pour quitter la route. À l'intersection, Harper ordonna à Mitchell de cesser le feu. Sa mission était la reconnaissance, pas le combat soutenu. Il avait arrêté la colonne allemande. Il devait maintenant faire son rapport et se replier. Derrière eux, l'infanterie allemande débarquait. L'équipage de Weber tentait de secourir les blessés. Ce qu'ils trouvèrent fut dévastateur. Dans le premier semi-chenillé, le chauffeur et le commandant étaient morts, ainsi que 3 des 10 fantassins. 4 autres étaient blessés. Le second semi-chenillé était pire. L'obus avait traversé 2 hommes. 5 morts, 3 blessés. L'oberlieutenant Friedrich Steiner, le chef de peloton, arriva sur les lieux. Ce qu'il vit le secoua. 8 morts, 7 blessés, et des trous nets dans le blindage. Une automitrailleuse américaine avec un canon de 37 mm avait fait cela. Steiner était au combat depuis 1941. Il avait combattu en Russie, où des fusils antichars soviétiques avaient percé ses semi-chenillés. Mais ceci était différent. C'était un véhicule de reconnaissance que le renseignement avait qualifié de menace mineure. Il réalisa immédiatement que chaque semi-chenillé de la colonne était vulnérable. Les briefings du renseignement avaient été incomplets. Oui, les canons de 37 mm étaient inefficaces contre les chars allemands. Mais ces mêmes canons étaient redoutablement efficaces contre les semi-chenillés. L'impact psychologique fut immédiat et profond. Si les automitrailleuses pouvaient tuer les semi-chenillés, alors leurs équipages étaient vulnérables à chaque rencontre. Les rapports de combat allemands de ce jour reflètent la confusion. Un rapport nota spécifiquement que les véhicules de reconnaissance américains
montaient des canons capables de percer le blindage des semi-chenillés aux distances de combat. Cette information n'était pas nouvelle, mais personne n'avait fait le lien analytique. L'hypothèse avait été que les canons de 37 mm étaient obsolètes et donc inoffensifs. Si ce récit vous a intéressé, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications. C'est le meilleur moyen de nous soutenir pour continuer à produire ce type de contenu approfondi. La différence psychologique entre les deux camps était frappante. Les équipages allemands découvrirent la vulnérabilité de leurs véhicules. Les équipages américains confirmèrent que leurs armes fonctionnaient comme prévu. Un côté subit un choc et une révélation, l'autre une validation et un gain de confiance. La nouvelle de l'engagement de Stavelot se répandit. Près de Stoumont, un peloton de semi-chenillés rencontra 2 muis. 3 semi-chenillés furent touchés avant que la colonne ne puisse se replier. 7 morts allemands de plus. Chaque engagement suivait le même schéma. Les semi-chenillés allemands approchaient les muits américains, engagés depuis des positions couvertes. Incapables de riposter efficacement, les Allemands se retiraient. En 3 jours, les commandants de semi-chenillés comprirent qu'ils faisaient face à une menace sérieuse. Des ordres furent donnés ne pas engager les automitrailleuses américaines sans appui de chars. La reconnaissance allemande devint plus prudente, plus hésitante, ralentissant l'élan de l'offensive. L'Obersturmbannführer Joachim Peiper nota dans son journal de combat que les automitrailleuses américaines se révélaient inopinément dangereuses. L'impact sur le moral de l'infanterie allemande fut subtil mais réel. Le confort psychologique de voyager dans un véhicule blindé s'était évaporé. Les panzergrenadiers qui montaient dans les semi-chenillés savaient maintenant que les véhicules de reconnaissance ennemis pouvaient facilement percer leur armure. Pendant ce temps, les unités de reconnaissance américaines gagnaient en confiance. Le mot se répandit, votre canon de 37 mm peut tuer les semi-chenillés. Les commandants devinrent plus enclins à ordonner à leurs automitrailleuses de tenir et de combattre. Les implications industrielles et conceptuelles étaient tout aussi significatives. Le Muit avait été conçu comme un véhicule de reconnaissance, son canon servant principalement à l'autodéfense. L'expérience du combat prouva que la conception était saine. Le canon de 37 mm obsolète pour le travail anti-char était parfaitement adapté à son rôle prévu. Les planificateurs allemands, en examinant les rapports de combat, reconnurent qu'ils avaient fait une erreur de calcul fondamentale. Ils avaient conçu le blindage du semi-chenillé pour résister aux menaces de la fin des années 1930. En 1944, le champ de bataille avait évolué. L'histoire du Muig Greyhound et du SD CAF 250 et 1 est entrée dans les annales historiques. Les études de l'armée américaine après la guerre conclurent que le Muig avait été très efficace dans son rôle. Cela influença la conception des automitrailleuses d'après-guerre. Les historiens militaires allemands menant leurs propres analyses arrivèrent à des conclusions différentes. Le semi-chenillé avait été un succès, mais pour un champ de bataille qui n'existait plus. La Bundeswehr de l'Allemagne de l'Ouest, reconstruisant son armée dans les années 1950 au sein de l'OTAN, choisit d'adopter des véhicules de transport de troupes entièrement chenillés et mieux blindés comme le M113 américain. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale avaient été tirées. Pour les vétérans, les souvenirs restèrent vifs. Weber, le commandant de semi-chenillés allemand qui survécut à Stavelot, émigra au Canada. Dans une interview en 1982, il décrivit le 18 décembre 1944 comme le jour où il comprit que l'Allemagne perdrait la guerre. Non pas à cause des 2 semi-chenillés détruits, mais à cause de ce qu'ils représentaient la supériorité matérielle, logistique et morale d'un ennemi inépuisable. Harper, le commandant américain, retourna dans le Michigan et redevint mécanicien. Dans une interview de 1966, il décrivit l'engagement simplement « Nous avions un bon véhicule, une bonne formation et un bon équipement. Nous avons fait notre travail. C'est tout ce qu'il y avait à faire. » La signification historique plus large de ces engagements ne réside pas dans leur impact tactique immédiat, mais dans ce qu'ils révèlent sur la guerre industrielle. La victoire dépend de la capacité industrielle, des systèmes logistiques et de la capacité à produire un équipement fiable en quantité suffisante. Le Muig Greyhound n'était pas un véhicule remarquable, mais il était suffisamment bon fiable et produit en masse. Le SD CAF 250 et 1 était également un véhicule adéquat pour son époque, mais l'époque avait changé plus vite que l'industrie allemande ne pouvait répondre. Quand ses premiers obus ont percé le blindage à Stavelot,
Ils ont prouvé une chose qui résonnerait dans la planification militaire pendant des décennies dans la guerre industrielle moderne, le matériel compte. La capacité de production compte. Les systèmes logistiques comptent. Aucune compétence tactique, aucun esprit combatif ne peut surmonter une inadéquation matérielle fondamentale lorsque l'écart est suffisamment grand et maintenu assez longtemps. L'écart entre la perception du renseignement allemand et la réalité du champ de bataille a défini une grande partie de l'expérience militaire allemande de la fin de la guerre. Pour les historiens qui ont étudié plus tard, ces engagements, la leçon était claire. Les guerres entre puissances industrielles sont gagnées par le camp qui peut produire plus, fournir, plus, soutenir plus et remplacer les pertes plus rapidement. Le Mid-Greyhound tuant des semi-chenillés allemands n'était qu'un petit exemple de cette vérité plus large se jouant sur un millier de champs de bataille. Aujourd'hui, le Mid-Greyhound et le SDKFZ 250 et un survivent dans les musées. Les visiteurs peuvent examiner les deux véhicules, voir le canon de 37 mm qui s'est avéré si efficace et le blindage de 8 mm qui s'est avéré si inadéquat. Les mathématiques qui ont déterminé l'issue de leur rencontre restent inchangées. La physique se moque du courage de la doctrine ou de l'identité nationale. Un obus de 37 mm avec une vitesse suffisante percera 8 mm d'acier. C'était vrai en décembre 1944 et cela reste vrai aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour d'autres analyses historiques détaillées, découvrez les vidéos qui s'affichent sur votre écran. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits.